Le prochain conférencier, Éric Troncy, est vétérinaire. Il a fait ses études à l'école vétérinaire de Lyon en 1992, puis un résidenat en anesthésiologie vétérinaire et un doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal, puis un doctorat en pharmacologie, pharmacochimie à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Aujourd'hui, il est professeur de pharmacologie et directeur du groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec à la faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal. Il est un membre reconnu de la communauté scientifique vétérinaire pour ses travaux sur la douleur animale, son évaluation, métrologie de la douleur et sa prise en charge. Il a été nommé vétérinaire de l'année 2001 en France, chevalier de l'Ordre du Mérite agricole de la République française en 2009 pour son dévouement à la promotion de la gestion de la douleur animale. Pendant cette période, il a créé à l'université, à l'école vétérinaire de Lyon, un département d'anesthésie et de réanimation. Il a supervisé de très nombreux groupes, de très nombreux travaux et l'auteur de très nombreuses publications. Plus récemment, ses travaux ont porté sur les mécanismes de sensibilisation à la douleur, le contrôle de cette dernière par la pharmacologie, les nutraceutiques et la thérapie génétique et son influence sur la perception sensorielle. Il nous présente aujourd'hui une conférence dont le titre est « Nutrition enrichie et nutraceutique dans l'arthrose canine, une revue systématique et une méta-analyse ». Éric Troncy, merci. La douleur, pour nous, est une composante, une seule santé. C'est évident qu'on partage l'évaluation de la douleur, non seulement sur les principes mécanistiques, mais aussi dans l'expression de cette douleur et ses conséquences sur les patients non-verbaux. Les nôtres sont toujours non-verbaux. J'ai jamais eu un chat qui a malheureusement pu me décrire ce qu'il pouvait ressentir. Et on a voulu présenter en fait une partie sur la nutrition enrichie et les nutraceutiques. Vous allez le voir dans une pathologie qui nous touche beaucoup en médecine vétérinaire. Les travaux au sein du groupe ont cherché à mieux comprendre d'abord en premier lieu l'arthrose. L'arthrose est une maladie dégénérative. Elle touche au départ le cartilage, mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça venait affecter toutes les composantes de l'articulation, qui générait finalement une certaine sclérose de l'articulation et qui pouvait être associée à une douleur qu'on qualifiait de nature biomécanique. L'articulation coince, donc c'est plus difficile et ça fait mal de se déplacer. Quelque part, c'est vrai, mais dans les données plus récentes, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'articulation, en se modifiant, est associée à une néovascularisation, une néo-innervation, particulièrement liée avec la libération de neuropeptides sensoriels, et le plus célèbre à l'heure actuelle est le Nerve Growth Factor, NGF, en particulier parce qu'on dispose, nous, en médecine vétérinaire, ils ne l'ont pas en médecine humaine, d'anticorps monoclonaux anti-NGF pour prendre en charge cette douleur. Donc c'est intéressant, on voit que la médecine vétérinaire est déjà un peu plus en avance que la médecine humaine, et je peux vous garantir qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc on a une maladie dégénérative qui génère une douleur chronique, des atteintes fonctionnelles qui viennent compromettre le bien-être de l'animal. C'est la maladie dégénérative la plus commune de l'animal de compagnie. En gros, on peut s'estimer à 1 animal sur 5, chat ou chien, qu'il est atteint présentement d'arthrose. Donc, on manque pas de patients du côté de l'arthrose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans l'enquête épidémiologique d'Andersen et al. En 2018, il y avait 450 000 dossiers d'assurance. On a vu que l'âge médian du diagnostic de l'arthrose est en gros de 10 ans. Ce qui, moi, m'a interpellé, c'est quand on prend toutes les autres maladies, c'est 5 ans, à l'âge auquel les propriétaires amènent leur animal pour détecter un problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le grand public et dans les vétérinaires, c'est intégré que l'arthrose est une maladie du vieux, ce qui n'est pas vrai. Donc on attend, parce que c'est inéluctable. On ne pourra rien y faire, on doit vivre avec son arthrose. Vous pensez bien que je m'inscris en faux contre cette position. Et déjà, il y a des données épidémiologiques où on voit que l'arthrose n'est pas qu'une maladie gériatrique. 40%
des chiens de moins de 4 ans dans l'étude faite en Caroline du Nord avaient de l'arthrose radiographique. La moitié d'entre eux, donc 20%, se sont retrouvés avec de l'arthrose avec expression clinique, ce qui nous donnait à peu près dans l'échantillon une trentaine d'animaux. Seuls 2 chiens sur 30 étaient traités. Ce qui veut dire que tous les autres laissaient faire leur animal avec de l'arthrose et des signes d'atteinte. Là encore, c'est un problème d'éducation et de sensibilisation. Puis ça va pas aller en s'arrangeant, parce que comme on sait que 15% des chiens et 20% des chats aux États-Unis vont dépasser les 11 ans d'âge, ben on sait que chez eux, cette longévité qui augmente, elle est associée avec une prévalence de 70 à 80% des gériatriques qui sont arthrosiques. Ce qui est fascinant, et ce qui est vraiment One Health, c'est que c'est exactement les mêmes pourcentages chez l'homme. Donc, on a un parallèle qui est vraiment existant, et dans les mécanismes de mise en cause, c'est aussi les mêmes principes. L'arthrose peut être soit primaire, soit secondaire. On dit classiquement que le chien souffre d'arthrose secondaire. Secondaire a des défauts de conformation qu'on connaît bien en pratique. C'est les luxations, c'est la dysplasie, c'est l'ostéochondrite disséquante d'une ou de plusieurs articulations qui peuvent être affectées effectivement chez le même chien. Ces atteintes vont débouler et évoluer en arthrose. Il y a aussi d'autres facteurs de risque environnementaux qui sont bien connus. Le premier d'entre eux, c'est l'alimentation et le surpoids, l'obésité, qui vient accentuer le risque de développer de l'arthrose. Le sport excessif, la même chose que pour les humains, en particulier la popularité des clubs d'agilité avec des chiens qu'on force toujours plus, qui vont générer une usure plus importante du cartilage, ou alors ils vont avoir des traumas, comme des ruptures de ligaments croisés, qui vont conduire à de l'arthrose. On a également, forcément, parce qu'on le sait, on n'est pas tous égaux, les races les plus prépondérantes à l'arthrose nous conduisent à une hypothèse génétique. Malgré tous nos efforts, on n'a pas trouvé encore les gènes qui pourraient être les plus directement associés. Puis les facteurs les plus importants, ça va, je suis pas très grand, ça me rassure, c'est la taille et le poids. Plus on est grand, plus on est gros comme chien, plus on a de risque de faire de l'arthrose. Puis ce qui surajoute, c'est la stérilisation. C'est pas une composante éthique, mais la stérilisation, le retrait des hormones sexuelles, on sait que ça diminue la protection du cartilage et on sait aussi, malheureusement, ça facilite le surpoids. Donc 2 facteurs de risque supplémentaires avec la stérilisation. Chez le chat, on va parler plus souvent d'arthrose primaire liée à l'usure. En fait, quand on regarde les données, c'est parce qu'on n'a pas d'études savoir si elle est d'origine secondaire. Donc, on s'est facilité la vie. On a dit, OK, elle est idiopathique, elle est d'origine primaire. Mais ça reste effectivement à confirmer. L'arthrose est une maladie qui génère de la douleur. Et cette douleur va s'exprimer classiquement sous 3 dimensions. La première est biologique, c'est associé à un défi fonctionnel, le fameux défi de l'escalier, ou de sauter sur le lit, ou de rentrer dans la voiture. Le chien arthrosique n'est plus capable de le faire. Puis, il y a une arthrose avec expression neurophysiologique. Les propriétaires voient un chien qui a l'air plus perdu. Puis, quelques propriétaires nous rapportent, on dirait qu'il fait une migraine. Ça, c'est associé maintenant, on le sait, à la neurosensibilisation qui se développe dans la maladie et la douleur chronique. Puis cette atteinte-là un peu perdue, elle est aussi associée à la dimension psychologique. On sait que quand on souffre de douleurs chroniques, malheureusement, les changements neurologiques associés avec toute la neurosensibilité vont conduire à un déficit cognitif. Donc ça change les comportements, ça change les interactions homme-animal et entre animaux. Donc on a une dimension sociale qui vient là également s'ajouter dans l'altération du bien-être de l'animal. Il n'y a aucun traitement étiologique à l'heure actuelle. Malgré tous nos efforts, à chaque année, la Société internationale d'arthrose se lamente que tous les essais cliniques chez l'humain qui portent sur un traitement anti-structure de l'arthrose, c'est un échec. Ça fait 50 ans que ça dure. Donc, on va espérer qu'à un moment donné, ça soit plus positif. Mais chez l'homme, qu'est-ce qu'on donne pour traiter l'arthrose? De l'acétaminophène.
ou du paracétamol si vous préférez. Donc, on connaît tous la grande qualité analgésique de cette molécule. Hein. C'est ça. Et puis des injections intra-articulaires de corticoïdes la plupart du temps. Puis, au final, si vous avez la chance d'avoir une arthrose du genou ou de la hanche, ça va être la prothèse, qui est coûteuse, qui ne peut pas se faire sur toutes les articulations. Et malgré cela, toutes les études rapportent que 15% des personnes qui vont bénéficier d'une prothèse vont continuer à souffrir d'une douleur réfractaire. Pourquoi ? Parce que le système nerveux est sensibilisé. Et donc, on n'a pas pris en charge plus tôt la neurosensibilisation. Alors, cette aggravation, on la retrouve dans le temps pour les atteintes structurelles. Il y a certains chiens ou chats qui vont avoir une explosion des atteintes, mais il y en a d'autres, c'est pas systématique. Ils restent avec le même niveau d'atteinte. Et du syndrome douloureux. On a clairement cette neuroplasticité, cette neurosensibilisation qui est associée à l'inconfort. Le but de la gestion, c'est de contrôler l'évolution de la maladie. Comment est-ce qu'on fait ça ? En gros, on a 2 outils maintenant. Les agents anti-inflammatoires, on a parlé des corticoïdes. Plus communément, dans l'arthrose, on se tourne vers les AINS, les non-stéroïdiens. Et nous, en médecine vétérinaire, on en a une flobée. On ne sait même plus quoi en faire. On a même des classes de médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens que les humains n'ont pas, comme les Piprans. Donc, on a beaucoup de molécules à disposition, mais est-ce qu'elles sont réellement fonctionnelles, vraiment efficaces ? Ça, c'est une autre question. Puis là, donc, celle qui est arrivée il y a à peu près 5 ans, c'est les anticorps monoclonaux anti-NGF. Également, on va préconiser une condition physique optimale. On va agir sur la nutrition, perte de poids, réhabilitation, exercice. Puis dans ce contexte, comme vous le voyez, qui est quand même pas si riche que ça, on a vu émerger assez vite depuis 25-30 ans un intérêt, un désir de la population et des propriétaires pour se tourner vers les traitements biologiques, les produits de santé naturels. Donc, on n'a pas échappé à ça. Puis c'est ça qui a motivé mon intérêt dans ces travaux-là pour déterminer dans les nutraceutiques qui sont définis comme des substances naturelles utilisées pour maintenir ou restaurer la santé, est-ce qu'on est à même de répondre aux objectifs de réduire la douleur, diminuer la progression de la destruction tissulaire et améliorer la mobilité? Je vous en ai listé quelques-uns sur la droite. Puis en fait, quand on regarde, on ne sait pas. On était en 2022 et on n'avait aucune idée sur les mécanismes d'action, puis est-ce que c'est réellement efficace? Alors, on a fait nos devoirs, comme toujours, on a regardé s'il y avait des revues systématiques précédentes, on en a trouvé 3, en 2007, 9 et 12. Les 3 arrivent aux mêmes conclusions, on n'a pas assez d'évidence pour conclure. C'est quand même embêtant. Donc nous, on s'est dit, OK, on va examiner les évidences d'efficacité analgésique des produits de santé naturelle en pratique vétérinaire. Et on s'était dit, la dernière est 2012, 2022, ça fait 10 ans. Avec un peu de chance, on aura plus de puissance d'analyse. On va avoir suffisamment d'évidence pour supporter ou pas l'utilisation des produits de santé naturelle. Alors, on a suivi les schémas classiques des revues systématiques comme on les fait, consultation de plusieurs moteurs de recherche, et on a trouvé à peu près 1200 publications après élimination des doublons. Quand on a appliqué nos critères d'exclusion, on a sorti 57 publications qui portaient sur l'utilisation de nutraceutiques ou de diète chez le chien ou le chat sur la douleur arthrosique, une arthrose qui soit naturelle ou sur des modèles induits. Sur ces 57, une grande majorité était chez le chien. On voit que le chat continue à être un peu le parent pauvre de notre médecine. Mais là où on a voulu être un peu plus judicieux dans notre analyse, au lieu d'y aller par papier, on a pris chaque essai thérapeutique inclus dans les différents papiers. Ce qui nous a donné 72 essais thérapeutiques au total, nous permettant de distinguer à ce moment-là 38 composés retracés. Puis là, on les a catégorisés, essayé de les rassembler. On a commencé une grosse présence des oméga-3 dans les diètes thérapeutiques ou dans les suppléments donc fournis en capsule de manière isolée ou en comprimé. Il y avait aussi des suppléments de collagène, les suppléments de chondroïtine et de glucosamine. Puis on a vu arriver aussi quand même 7 essais thérapeutiques avec le cannabidiol,
le CBD, sous forme d'huile essentiellement, chez le chien. Il y en a eu d'autres, il y avait l'acide hydroxycitrique, le fructoborate. Les composites, c'est quand on fait des mélanges d'herboristerie. Donc là aussi, on a trouvé ça intéressant. Plus ces autres où on avait malheureusement qu'un seul essai ou deux. Donc là, c'était pas vraiment évident à analyser. On va se concentrer sur les 5 premiers, là, dans la suite de la présentation. On a d'abord voulu tester la qualité des travaux menés. Donc, on a édité une grille pour relever ça, composée de 3 critères: les risques de biais, la qualité des méthodes et les forces des évidences scientifiques. On a validé, bien évidemment, le contenu de notre grille avec l'intervention d'experts internes et extérieurs, et également la fiabilité, répétabilité, reproductibilité des observations sur un petit échantillon. Ensuite, on a suivi tous les standards classiques internationaux, mais le plus important, c'est que le score, pour être attribué, devait être consensuel par 3 évaluateurs indépendants. On a rapporté les données selon Prisma, mais vous vous doutez qu'en fait, dans le risque de biais, si vous aviez une étude randomisée avec groupe parallèle, placebo, en double aveugle, bien évidemment, vous aviez beaucoup plus de points de qualité que si vous aviez une étude longitudinale, un seul groupe, et puis non en aveugle. Là, bien évidemment, ça tombe au niveau de la qualité. La même façon, si au niveau des variables de suivi, on avait des mesures validées, objectives, ça vous rapporte beaucoup plus de points dans votre score de qualité que si on utilise des grilles subjectives non validées. Ok ? Donc ça nous donnait 4 catégories de qualité: A, B, C, D, excellente, A, faible. Puis pour les fins de l'analyse, j'ai eu la nécessité de les mixer: A et B pour haute qualité, C et D pour médiocre qualité. Voilà ce que ça donne quand on regarde. Essentiellement, on voit que les études sur les diètes et les suppléments en oméga 3, ainsi que le cannabidiol, étaient de meilleure qualité, globalement, versus faible qualité. En particulier, il y a une différence significative avec les études sur collagène, qui sont de bien moindre qualité, versus les 2 groupes oméga 3. Et chondroïtine, glucosamine, c'est partagé, mais c'est plutôt pas bon. OK ? Donc déjà là, ça nous donne une première idée. Ensuite, on s'est dit, OK, on va regarder l'efficacité. Comme pharmacologue, comment est-ce que je regarde l'efficacité ? Je vais d'abord voir si mon groupe qui reçoit le nutraceutique a un changement dans le temps, puis ensuite s'il a un changement versus un groupe contrôle, si j'ai la chance d'avoir 2 groupes de comparaison. Donc quand vraiment, ce qu'on appelle un effet réel pharmacologique, c'est quand votre groupe expérimental se distingue du groupe contrôle. Donc ça, c'est un effet vrai. S'il y a une seule amélioration dans le temps du groupe traité, ça reste une évolution bénéfique, mais juste dans le temps. On n'est pas certain que le groupe contrôle, s'il avait été présent, n'aurait pas donné la même chose. Puis s'il y a non-effet, il y a non-effet ni dans le temps, ni versus l'autre groupe. Là encore, consensus par les 3 évaluateurs. Puis ce qu'on retient, c'est assez clair là aussi, c'est que les diètes à base d'oméga 3, les suppléments en oméga 3 et le collagène ont beaucoup plus de bleu turquoise, donc dans la pomme, la tarte de pomme, donc plus d'effets à ce moment-là de leur côté, un peu d'amélioration également, puis on regarde que finalement, il y a un peu la même portion de non-effet pour les 3. Celui qui se distingue beaucoup, c'est chondroïtine, glucosamine, qui en passant était le nutraceutique le plus populaire dans tous les pays occidentaux. OK, je me fais pas des amis quand je dis ça. Donc, bien évidemment, on voit que lui, il y a pas, c'est même pas qu'il y a d'amélioration. Il y a non-effet en très grande majorité avec chondroïtine, glucosamine. Puis CBD, il n'y a pas tant d'effets, mais il y a une amélioration quand même de manière intéressante. Voilà, je dis, OK, on commence à avoir un peu quelque chose. On va essayer de pousser les analyses statistiques. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on applique une pondération des scores d'efficacité en fonction de la qualité. Vous voyez que sur la ligne du haut, j'ai mes 3 catégories d'efficacité, puis je fais le correspondre sur la première colonne, les 4 niveaux de qualité, en attribuant différents scores pour pouvoir faire des calculs statistiques sur ces effets. Et là, bien évidemment, ça ressort que les 2 groupes oméga 3 et le CBD sont statistiquement différents de chondroïtine, glucosamine.
Donc, chondroïtine, glucosamine, il marche pas. C'est très clair. Ensuite, quand on regarde sur un groupe expérimental, est-ce que ce serait vraiment une importance clinique? À ce moment-là, on essaye, comme pharmacologue, de comparer avec le groupe placebo pour pouvoir extraire la possibilité d'interférence avec l'évolution de l'effet classique qu'on connaît, l'effet placebo. Ça nous oblige de faire la même stratégie de pondération des scores d'efficacité et des qualités pour les groupes placebo. Ce qu'on a fait, on a calculé les coefficients de Cohen, et là on voit que celui qui se rapproche le plus du 1, ben, c'est les oméga 3 encore une fois, puis ceux qui s'en éloignent le plus, c'est chondroïtine, glucosamine et le collagène. Donc là, ça va pas très bien, on n'est pas très encouragé à aller chercher ces produits-là. Alors, pour les autres, vous voyez que sur la qualité, il y a beaucoup de bleu foncé, donc c'était pas vraiment une qualité très bonne. On va dire qu'elle est tombée dans les médiocres. Et puis au niveau de l'efficacité, on n'a pas beaucoup de bleu clair, si ce n'est pour les scores des diètes, enfin des nutraceutiques composites. Puis en fait, on voit qu'il y en a deux qui ont fonctionné, un qui est sans effet. Celui qui est sans effet, en fait, juste quand j'ai lu la composition, je me suis dit ça va jamais marcher ce truc-là, c'est sûr. Donc, j'ai pas vraiment été surpris de voir que ça marchait pas. De l'autre côté, dans tous les autres, en fait, on a des produits qui sont intéressants, comme bois de velours, Brachystema calycellum didum ou les extraits de curcuma. Ces produits-là, ben, très probablement qu'ils n'évolueront pas, parce qu'on sait que Brachystema calycellum didum, qui est une plante extraite en Chine, en fait, elle est extraite avec de l'arsenic. Et donc, quand on a pris les taux d'arsenic, merci, on va laisser faire. On n'a pas besoin de ça, on a déjà bien assez de problèmes comme ça. Ensuite, bois de velours, qui est un produit très populaire au Québec, en particulier pour les personnes, ben, on a trouvé que ça générait des problèmes endocriniens sur les chiens. Donc là non plus, on a dit, je pense qu'on va arrêter. Pas besoin d'aller sur ce bord-là. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine tendance qui s'affiche. Puis comme je venais vous présenter les résultats avec la publication de 2022 dans les bulletins de l'Académie, commençait à faire un peu de temps, j'ai extrait 35 nouveaux essais depuis le 2022 sur la période des 3 dernières années. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ben, c'est intéressant, ça va dans le même sens. On voit que les diètes thérapeutiques enrichies en oméga 3 ou les suppléments oméga 3, qu'ils sont d'origine marine, que ce soit des huiles de poisson, du krill, des moules vertes ou des algues, vont avoir des effets plutôt bénéfiques, donc ils sont sur la gauche. Par contre, on voit que pour les deux formes de collagène, non dénaturé ou hydrolysé, et pour le CBD, là c'est plutôt décevant. On avait un peu d'espoir quand même en 2022, là j'en ai un petit peu moins en 2025, parce que vous voyez qu'ils sont plutôt sur la droite. Et là non plus, j'ai rien inventé. Il y a eu 3 essais depuis 2022 sur chondroïtine glucosamine. Bingo, les 3 sont sans effet. Donc, ça conforte que glucosamine, chondroïtine, ça finit tout droit, ça va rejoindre les antibiotiques dans les eaux usées. Donc, de ce côté-là, on voit aussi sur les composites que l'efficacité va dépendre de la composition du mélange, bien évidemment. On s'est amusé à prendre les doses moyennes, retracées seulement sur les essais efficaces. Et ce qu'on voit, c'est que sur les moules vertes, on a des doses différentes, que les huiles marines, on a une dose qui tourne en moyenne aux 100 mg kilo jour. C'est une dose moyenne, c'est pour donner un indicatif aux praticiens de combien il faut donner d'oméga 3, puis j'ai spécifié quels oméga 3, c'est EPA et DHA. Ce sont ceux qui sont dans les produits d'origine marine qui sont efficaces. Les oméga 3 d'origine végétale, dans les huiles de lin, colza, ça vaut rien. Le chat et le chien ne les métabolisent pas. Donc ça ne sert à rien dans leur utilisation. Chez l'humain, c'est un petit peu différent. Pour nous, on va pouvoir en utiliser une certaine partie, et notamment ces oméga 3-là sont intéressants pour notre santé cardiovasculaire. Mais on va quand même privilégier, même chez l'humain, des oméga 3 d'origine marine, EPA plus DHA. Collagène, on voit que la dose est de 0,6 mg kilo. Hydrolysé, c'est 200 mg kilo jour. Et le CBD,
faut en prendre 3,4 mg kilo jour pour avoir une efficacité tangible. La durée de traitement sur les essais efficaces varie entre 2 mois à 6 mois de traitement. En conclusion, sur cet aspect-là, on a quand même relevé que la qualité méthodologique était médiocre la plupart du temps, en raison avec la faible taille d'échantillons et des outils de mesure subjectifs, souvent non validés. Quand on pense oméga 3 ou les autres nutraceutiques, la clé, c'est pas un traitement une fois de temps en temps. Il faut prendre le nutraceutique de manière continue. Pour cette raison, je privilégie l'administration sous forme de diète enrichie, parce que c'est quand même rare qu'on oublie de nourrir son chien ou son chat. Par contre, c'est plus fréquent qu'on va oublier de lui donner son supplément. Puis quand on l'oublie sur 2, 3, 4, 5 jours, voire plus, on vient de casser l'intérêt de l'administration répétée de l'oméga 3 ou d'autres nutraceutiques. La durée de traitement, selon ces études, il faut au moins donner 6 à 8 semaines pour obtenir un effet bénéfique. Le dosage, je l'ai montré dans la diapositive précédente. Puis il nous reste le dernier point, la composition. On a encore beaucoup d'études qui nous montrent que certains produits donnent une étiquette avec une certaine composition. Puis quand vous les testez, c'est 40% de moins que ce qu'il y a décrit sur l'étiquette. Donc là aussi, au niveau de la législation, on a du chemin à faire pour renforcer la qualité manufacturielle sur la production de nutraceutiques. Je voulais vous illustrer la difficulté qu'on a quand on se retrouve en pratique, puis qu'on essaye de faire le choix dans tous ces produits-là. Donc, je vous ai sorti quelques publications récentes. Donc, vous voyez ici, c'est un produit français qui vient dériver du collagène non dénaturé de type 2 et l'étude est publiée dans un journal pas connu, je ne le connaissais pas avant de le trouver, facteur d'impact de 0,9. L'étude est non randomisée, non contrôlée, non en aveugle, avec des outils subjectifs et non validés. Donc là, au niveau de la qualité, ça démarre déjà pas très fort. Puis, où j'attire votre attention, c'est que vous voyez que l'outil non validé, c'est une échelle visuelle analogue. En gros, on demande au vétérinaire, qui est évaluateur, de déplacer le curseur de l'échelle de 0 à 10. 0, c'est pas de douleur, 10, c'est douleur maximale. Donc, plus c'est bas, moins l'animal a mal. Moi, ce qui m'a interpellé en voyant ce résultat-là, c'est que ces vétérinaires-là, il y a quand même 110 chiens dans l'étude. Mais qu'est-ce qu'ils voient? À 4 mois, il n'y a plus de douleur. Avec du collagène? Sur des chiens arthrosiques? Plus de douleur? C'est de la magie, là. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est une illustration du biais qui est important. L'étude est sponsorisée, elle est non randomisée, non contrôlée. Les vétérinaires évaluateurs savent que les chiens prennent du collagène, ils veulent que ça marche. Et donc, ils baissent les scores. C'est un biais de prise de position. C'est pas forcément fait intentionnellement, hein, c'est pas ça que je dis. Mais c'est classiquement ce qu'on retrouve dans ces études-là. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut pas donner beaucoup de crédibilité à ce résultat-là. Et c'est pour ça qu'on l'associe avec la qualité de l'étude, pour être certain là, de refléter cette problématique. Un autre exemple, encore une étude à base de collagène, cette fois-ci hydrolysé, c'est des coquilles d'œufs qu'on donne. Ce groupe publie, ce journal-là m'était totalement inconnu, il est non indexé. Il y a 2 autres publications du même groupe chez le chien en 2022 dans des journaux prédateurs. Donc, une fois ça, on sait ce que c'est que les journaux prédateurs. L'étude, là également, est non randomisée, non contrôlée, non en aveugle. Les outils sont subjectifs et non validés. Et puis, on a un magnifique graphe avec des box plots. Là aussi, quand même, depuis le temps que je fais des analyses statistiques, quand je commence à regarder les données puis que je vois une distribution comme ça, je ne sais pas comment ils font pour trouver un P significatif à jour 14. C'est impossible. Donc, surtout 14 jours de collagène, là, c'est avec un score non validé. Sur d'autres scores, ils ont dès 7 jours, une différence statistique. Ça, ils font fort. Donc là encore, on ne peut pas accorder de la crédibilité quand on a des résultats de ce type-là. Donc c'est important de faire le tri de tout ça, puis d'amener des méta-analyses qui tiennent compte de la qualité pour que les praticiens puissent trancher sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je vais vous présenter une étude de notre groupe. Alors, je ne veux pas avoir l'air trop pompeux là, mais c'est parce que je la connais quand même assez bien, cette étude-là. C'est une diète
enrichi en oméga 3, EPA, DHA, en extrait de curcumin et en collagène hydrolysé. On a 2 cohortes de chats, 15 chats dans chaque cohorte. Les chats sont équilibrés pour la distribution selon les sexes, selon l'âge, selon le poids corporel, selon le score d'atteinte initiale à la radiographie et selon le score validé d'atteinte fonctionnelle, MAI4V, qui est réparti donc de manière équitable entre les 2 groupes. Un point qui est intéressant, c'est que dans le groupe qui a reçu la diète expérimentale, on a autant d'animaux qui ont une arthrose sévère que l'on a d'animaux qui ont une arthrose modérée. Donc, on leur donne la diète et puis on enrichit. Puis de l'autre côté, c'est la même diète, mais sans les composants oméga 3, curcuma et collagène hydrolysé. Et je vais vous montrer un petit peu comment on passe notre temps. Au Québec, on a le temps l'hiver. Il faut être patient quand on travaille avec les chats. On les entraîne de manière positive à passer sur un tapis de force. Donc, ce qui est important, l'enrichissement, c'est des croquettes ou du brossage. Domino, il aime ça qu'on le frotte. Donc, on va en profiter et on va le déclencher au clicker. Donc, ça nous prend à peu près 3 semaines pour l'acclimater. Et dès qu'on clique, il y retourne et il repasse. Vous voyez? Donc, c'est important que le chat aille bien en ligne droite, à vitesse continue, constante. Puis vous voyez l'évolution sur le graphe à gauche. En gris clair, c'est le groupe placebo avec la diète contrôle. Et on voit qu'il baisse son pic de force verticale dans le temps. Il est de plus en plus diminué. On voit qu'effectivement, il a de plus en plus de difficultés à poser ses pattes sur le sol. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'inverse, le groupe en noir, c'est la diète expérimentale. Et vous voyez qu'elle se maintient, voire qu'elle augmente dans le temps. Et à la semaine 16, on a une différence intergroupe significative. Donc là, on a un effet sur un outil objectif validé qui nous démontre que la diète est efficace pour contrôler la douleur chez le chat arthrosique. Alors, c'est pas le seul qu'on a obtenu. On fait aussi des petits appareils télémétriques d'activité, des pédomètres, tout simple, qu'on met dans les colliers des chats. Puis ça fait à peu près 20 ans qu'on est en place, puis qu'on mesure toutes les 2 minutes l'activité du chat. Donc, ça nous donne des mégadata à analyser. Puis vous voyez de manière intéressante, le groupe en gris clair, le placebo, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue tranquillement dans le temps, de la même façon qu'on avait sur l'évaluation biomécanique que je viens de vous montrer. À l'inverse, on voit en noir que le groupe avec la diète va être plus stable, même s'il y a quand même des jours bien puis des jours moins bien, mais il est plus stable. Puis vers la semaine 11-12, il va augmenter son activité, même significativement, et on a des différences intergroupes sur toute la fin de suivi. Donc là aussi, on a une autre démonstration de l'efficacité de la dite diète. Alors, en gros, en fait, depuis le temps que je fais des travaux, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. D'un côté, j'ai une diète en vert, puis de l'autre côté, ce sont tous les travaux qu'on a menés avec les mêmes outils, pas les mêmes chats, bien évidemment, parce que c'était pas les mêmes années, et toutes les études ont été publiées dans des comités révisées par des comités de pairs. Et ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que la diète, elle va vous exprimer ici, c'est le pourcentage de répondants pour chaque évaluation. Sur la plaque de force, la diète, j'ai 64% de répondants. C'est autant, voire plus, que le meloxicam, qui est l'AINS le plus utilisé. C'est plus également au niveau des escaliers. On a fait un test à l'escalier que le firocoxib, qui est un autre AINS. C'est plus fort au niveau de la diète. Au niveau de l'activité motrice, on voit là également que la diète se compare très favorablement à tous les autres produits testés sur le chat. Puis au niveau de la MAI4V, c'est également plus haut que le firocoxib. Donc, ça, c'est la première démonstration qu'une diète, c'est aussi efficace, si ce n'est plus, que les traitements pharmaceutiques usuels. C'est quand même intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on a le même niveau de réponse avec la diète pour l'arthrose sévère que pour l'arthrose modérée, que ce soit pour la plaque de force, les escaliers ou la grille MAI4V. Puis sur l'actimétrie, on a eu une différence, c'est juste que les chats avec arthrose modérée se sont améliorés 1 semaine plus tôt que les chats avec arthrose sévère. Donc, un petit décalage, c'est tout. Donc, quand traditionnellement les vétérinaires proposent une diète
pour la prise en charge de l'arthrose, ce qu'ils se disent, oh, c'est pour le début de l'arthrose. En fait, ce que notre étude montre, c'est que c'est aussi très intéressant quand l'arthrose est établie et sévère. Mais ça l'est aussi quand elle est modérée et naissante, bien évidemment. En conclusion, on n'a pas de grosses surprises. On voit qu'il y a le plus d'évidence d'efficacité, c'est pour les diètes thérapeutiques et les suppléments en oméga 3, que pour cannabidiol, collagène et les diètes composites, il va falloir des études complémentaires de qualité, on va l'espérer. Et puis, on aimerait quand même dire, c'est le message qu'on répète depuis 2022, on arrête glucosamine, chondroïtine, ça sert à rien de continuer avec ces produits-là. Pareil pour fructoborate et puis certains autres mélanges. Ça nous a amené à éditer des revues d'évidence scientifique sur les méthodes non pharmacologiques dans la prise en charge de l'arthrose. Vous ne serez pas surpris de voir que ce qui arrive en tête de liste, c'est la restriction calorique et le contrôle du poids et les oméga 3 d'origine marine, bien évidemment. Si on regarde sur les autres, je les ai déjà placés pour les nutraceutiques, pour les injections de cellules souches ou de plasma enrichi en plaquettes, on est incapable de juger l'efficacité parce qu'on n'a pas des études de qualité. C'est très variable. Et pour les autres méthodes physiothérapeutiques, là non plus, c'est très difficile de prendre position. Les plus communes, c'est laser et acupuncture. Enfin, si on regarde les traitements pharmaceutiques disponibles à l'heure actuelle, ceux pour lesquels on dispose le plus d'évidence, c'est les AINS, carprophène et meloxicam. Mais on voit que les nouveaux AINS, firocoxib, robenacoxib et grapiprant, on a moins d'évidence parce qu'il y a eu moins d'études réalisées pour démontrer l'efficacité. Il y a les anticorps monoclonaux anti-NGF qui sont très populaires, qui présentait un profil de sécurité extrêmement alléchant. Mais là, on voit maintenant qu'il y a peut-être des sous-catégories qu'il faut prendre en compte pour lesquelles on pourrait avoir plus de problèmes. Donc ça, avec la pharmacovigilance, il faut qu'on améliore ces côtés-là. Et puis, tout en haut, là, on voit, parce qu'il y en a encore qui l'utilisent en France, le glucosaminoglycan ou l'ARA 3000 bêta. On a regardé toutes les évidences, les publications, il n'y a pas d'évidence scientifique d'efficacité dans ces produits-là. Ok, même chose, gabapentin, ou en québécois, gabapentine ou en France. Je le mentionne parce que c'est la molécule que tous les vétérinaires veulent donner aux chats puis aux chiens. 0 publication chez le chien. Pas une, là, 0. Puis il y en a 2 chez le chat, dont une de notre groupe. Donc, on voit que c'est pas vrai que c'est l'analgésique qu'il faut donner à tout prix. Les vétérinaires le recommandent parce que c'est pas cher, puis ça calme, c'est plutôt tranquillisant vis-à-vis de l'animal. OK ? Donc, voilà un petit peu les références et terminer en remerciant bien évidemment tous les animaux dont on prend soin. On a la chance d'avoir établi des colonies d'animaux pour pouvoir les étudier. Tous mes étudiants et toutes les équipes du GREPAC, d'Arthrolab, en particulier Madame Maude Barbeau-Grégoire et Dr Colombotis, qui ont particulièrement travaillé sur ce domaine, tous nos organismes subventionnaires et tous les sponsors qui nous font confiance. Merci.